Bonjour à tous, bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Patrick Marty. Bonjour. Bonjour. Patrick Marty, cofondateur de la maison d'édition Fei. Fei principalement spécialisée dans la bande dessinée. Vous présentez des versions en français de grands classiques de la littérature chinoise, des ouvrages parascolaires autour de l'apprentissage de la langue chinoise, des albums jeunesse, du roman policier. Bref, la liste est longue. Nous avons ici devant nous quelques exemplaires de ce que vous faites. Donc on va attaquer tout de suite par la balade de Yaya, qui est un de vos ouvrages phares. Alors avant de parler de l'actualité de la balade de Yaya, parce qu'il y a une suite à, disons, ces 8 tomes que vous avez sortis de cette belle histoire. 9 tomes. Peut-être un mot sur... vous, c'est vous qui avez eu l'idée du scénario à l'origine. Comment est né ce projet ? En fait, c'est l'envie de raconter des histoires aux enfants et sans doute, parce que j'étais un enfant très solitaire, je vais parler un tout petit peu de moi, j'étais un enfant très solitaire et la première personne à laquelle j'ai dû et j'ai pu raconter des histoires, c'était moi-même en fait. Voilà, j'habitais à la campagne et pas beaucoup de livres et j'étais un mort de faim avec les livres. Quand le bibliobus arrivait dans ma petite école primaire du Périgord, je me jetais dessus. Bibliobus, oui. d'accord. Alors, il y avait des caisses en bois comme ça, c'était une malle au trésor et je puisais dans tout ça allègrement. Et donc j'ai commencé à développer un imaginaire assez foisonnant, j'avoue, très tôt. Et l'univers de l'enfance, avec sa capacité à imaginer tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment du jour, de la nuit, ça m'a toujours fasciné. Hein. C'est un puits, c'est insondable. Et j'ai une sensibilité particulière, voilà, pour l'univers de l'enfance, parce que même le mensonge est doux. Il y a quelque chose d'un monde où finalement c'est assez vrai, tout est assez vrai, même les mensonges sont vrais. Il y a quelque chose d'assez poétique dans l'enfance que j'aime beaucoup, particulièrement, sans doute plus que le monde des adultes qui parfois me déçoit. Et donc voilà, cette volonté de raconter des histoires aux enfants, pour les enfants, à hauteur d'enfants aussi, ça c'est très important, vient de très loin, et d'influences comme, moi je viens du cinéma, de l'audiovisuel, c'est mon autre métier. Où vous racontiez déjà des histoires, bien sûr, et par exemple, Jeux interdits pour moi est un film phare qui m'a marqué énormément. Alors ça parle peut-être beaucoup moins de gens aujourd'hui. Les gens de ma génération. Alors je sais pas si je l'ai vu. Ouais. Oui, Jeux interdits, c'est ce très 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 beau film, très dur, avec la petite Brigitte Fossé qui devait avoir à l'époque 5 ou 6 ans, qui est une petite blondinette absolument ravissante. Et ça se passe pendant l'Exode en France, la dernière guerre. Et cette petite est séparée de ses parents qui se font tuer sur les routes. Hein. Et elle est recueillie par une famille et donc il y a un enfant du même âge qu'elle qui s'appelle Michel. Et voilà, et ces deux enfants vont concevoir tout un univers pour sans doute un peu conjurer la mort, la peur, la terreur, tout ce que le monde des hommes sait faire allègrement pour terroriser tout le monde et les enfants en particulier. La balade de Yaya, elle s'inspire un peu de... Alors la balade de Yaya, effectivement, on reprend des récits qui sont un peu inspirés de ça. Mais vous savez, il y a un très très beau film de... Alors je parle beaucoup de cinéma. Hein, oui, non, mais c'est bien, comme ça on fait des parallèles. Voilà, ça fait partie aussi de mes sources d'inspiration et le film de Steven Spielberg qui s'appelle attendez, j'ai un petit trou là, mais c'est L'Empire du Soleil. Voilà, le titre français c'est L'Empire du Soleil. Où là aussi on a le premier rôle de ce comédien américain absolument fabuleux qui s'appelle Christian Bale. Wow. Vous voyez, d'accord, il a 12 ans à l'époque et je me souviens sur le premier plan de l'ouverture du film, on est dans une église et il y a un chant choral et il y a cet enfant qui chante, il est la première voix de l'ensemble choral et il y a un bruit d'avion qui passe au-dessus de lui comme ça et c'est le signe que le film commence et la tragédie s'annonce. Voilà. Et vous voyez un film comme ça où on va retrouver cet enfant qui va chercher ses parents parce qu'il va être séparé de ses parents. Alors c'est pas tout à fait la même époque. Hein. Là on est je pense que ça parle de l'année 42-43 à Shanghai.
Pour la balade de Yaya, c'est la bataille de Shanghai qui aura lieu en août, à partir d'août 37. C'est ce qui va précéder la traînée de poudre et de sang que l'armée japonaise va amener jusqu'à Nankin, au massacre de Nankin qui débutera le 13 décembre 1937 et qui s'achèvera, je crois, de mémoire le 6 janvier de l'année, début de l'année qui vient. Vous avez bien oui, c'est un sujet appuyé sur l'histoire et les dates, le récit. Alors, effectivement, la balade de Yaya, ça paraît être un essai, un récit pour les enfants, qui parle de l'enfance, qui parle d'une très très belle amitié entre deux jeunes enfants qui sont de deux milieux très différents aussi. Donc il y a aussi du social, il y a plein de choses, il y a plein de liens qui vont soit se déliter, soit s'affirmer entre eux. Au milieu de tout ça, ou autour, il y a ce décor qui est celui de la guerre, qui reste un décor. C'est-à-dire que je tenais à ce que ce soit ancré dans une réalité historique. D'une certaine façon, on apprend aussi des choses sur cette période-là, qui est très importante. Moi, je suis très très sensible à cette période-là et à l'histoire chinoise de cette période-là, qui est dramatique. Et je tenais à ce qu'on parle de ça. Voilà, l'histoire de ces deux enfants soit ancrée dans ça. Ce qui nous a permis aussi de développer une histoire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on parle aux enfants et également, j'en suis même persuadé, puisque j'ai énormément de retours de lecteurs, les adultes y trouvent leur compte. Alors, j'allais vous dire, moi j'ai lu donc ce premier livre, donc tome 1, 2, 3, avec ma fille qui a 6 ans et demi, donc c'est moi qui lisais parce qu'elle commence à lire. Et franchement, on l'a lu en 2 soirées et on était à fond. Parce que, effectivement, je pense que chacune y retrouvait, s'identifiait à quelque chose. Enfin, je sais pas. Non, c'est prenant, c'est passionnant. D'ailleurs, elle m'a dit, maman, mais ils sont où les autres? J'ai dit, il faut que je vois avec les éditions fait. On verra ça. On verra. Mais du coup, vous parlez beaucoup donc de cette séparation enfant-parent. Oui. C'est quelque chose aussi qui vous est propre? Ou pas forcément? On va reparler de moi alors. J'aime bien, en tout cas, je pense que dans le travail de chacun, surtout quand c'est des travails entre guillemets un peu artistiques, il y a quand même du sien qui ressort. Oui, bien sûr. Oui, moi j'ai été élevé par mes grands-parents en fait. J'ai jamais vécu avec mes parents de très tôt. De l'âge de 9 mois, j'étais, si je puis dire, en nourrice, en famille d'accueil, chez mes grands-parents, certes, mais pas avec un univers familial, je dirais, traditionnel. Ça ne va pas empêcher d'évoluer, de grandir tout à fait normalement, et peut-être pour le coup de développer un imaginaire un peu hors norme, et une sensibilité parce qu'effectivement j'étais seul. D'accord. Avec des gens d'une autre génération. Mais souvent, les gens d'une autre génération ont une autre approche de l'éducation, enfin, quand même une éducation un peu sévère, mais juste, je pense. Et puis surtout, alors là, c'est ma sensibilité qui parle tout de suite, c'est que l'univers de la campagne, le terrain de jeu illimité, ont fait que, oui, sans doute, j'ai développé cet appétit pour le conte, les histoires, l'imaginaire, toutes ces choses-là. Je me déplaçais de la maison familiale au village, en passant d'une colline à une autre, en passant par le Vallon, comme ça, dans une campagne complètement... Enfin, le Périgord, le sud du Périgord, c'est absolument magnifique, surtout en cette saison. J'encourage tout le monde à aller faire un petit tour dans le sud du Périgord. On y mange très bien, il fait très beau et l'air est très pur. Et c'était pour moi l'occasion d'inventer des milliers et des milliers de situations et de personnages. Il y avait des tigres à dents de sabre qui m'attendaient derrière chaque arbre. Il y avait des Indiens, parce qu'à l'époque c'était les Indiens et les cow-boys, notre imaginaire. Voilà. Et vous mettiez ça sur papier? Oui, j'écrivais j'ai commencé à écrire des petits textes comme ça, ou même parfois des petites poésies dès que j'ai pu un peu écrire et écrire correctement, c'est-à-dire vers l'âge de 8-9 ans. J'ai retrouvé des carnets
d'ailleurs il y a assez peu de temps autour de ça, c'est assez émouvant. Et vous dessiniez aussi, non? Oui, si, je dessinais, mais alors le dessin, c'est bien de me poser cette question parce que pas mal de gens me posent la question, mais pourquoi ne fais-tu pas des bandes dessinées toi-même? Pourquoi ne dessines-tu pas? Alors, moi, je laisse ça à des gens beaucoup plus talentueux que moi. C'est un autre métier. C'est un autre métier et Golo Zhao est un merveilleux dessinateur avec qui je m'entends très 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 bien et il fait un travail magnifique. On précise effectivement, donc c'est le dessinateur de Golo la Zhao, balade, de la balade de Yaya. Yaya. J'ai à nouveau travaillé avec lui récemment sur une autre série qui s'appelle Kushi, qui se passe dans les débuts des années 80 en Mongolie intérieure, toujours dans une province de Chine, et avec une jeune héroïne qui s'appelle Kushi, donc qui en mongol veut dire vie heureuse. D'accord. Voilà, donc une nouvelle collaboration avec Golo Zhao, qui est un artiste que j'aime beaucoup et dont la sensibilité est très proche de la mienne au niveau du dessin aussi.